Après avoir essuyé de vives critiques sur une éventuelle prolongation de la durée de la transition et ce couplé aux menaces de manifestations brandies par les forces vives de Guinée, le général Mamadi Doumbouya annonce le retour à l'ordre constitutionnel. Dans un discours de Nouvel An, le président de la transition de la Guinée a décliné les principales articulations de ce processus qui sera enclenché au premier trimestre de l'année en cours avec en ligne de mire une refondation complète suivie de l'adoption de la nouvelle constitution et de la tenue des élections présidentielles, législatives, mais également communales. Vous l'écouterez dans quelques instants seulement. Et puis, une autre interrogation au cœur de cette émission du Point sur l'actualité, la principale d'ailleurs ce soir. La France va-t-elle changer de cap en 2025 concernant sa politique étrangère, particulièrement en Afrique, dans un contexte de tensions et de relations historiques complexes entre la France et certains pays africains? La boussole de l'Elysée se tourne désormais vers d'autres partenaires, tels que le Nigeria ou encore le Ghana, une nouvelle politique étrangère visant à compenser, selon l'Elysée, l'échec de la France en Afrique. Certaines questions, cependant, demeurent pertinentes. La France peut-elle réellement changer de cap dans sa politique étrangère en Afrique? Ceci, durant cette année 2025, la France peut-elle compenser l'échec de la France-Afrique avec d'autres partenaires n'ayant aucun passif colonial avec la Ve République? Dans quelques instants seulement, nous aurons l'occasion d'apporter quelques éléments de réponse à ces interrogations. Bonsoir à vous et bienvenue. Vous êtes au bon endroit, l'endroit où se croisent informations et débats, et de la plus belle des manières, nous démarrons l'année 2025 à vos côtés, aux côtés de nos nombreux téléspectateurs, téléauditeurs ou encore auditeurs. Merci à vous pour cette marque de fidélité. Une thématique d'accueil aux côtés de la principale thématique de cette soirée. Nous reviendrons sur cette politique étrangère de l'Afrique, notamment sur le continent africain. Allons-nous assister à un changement de cap au regard des revers essuyés par la diplomatie française durant toute l'année 2024? De toutes les façons, du côté de l'Élysée, on y croit dur comme fer, avec désormais une politique étrangère axée vers d'autres partenaires qui n'ont aucun passif colonial avec la France. Alors, peut-elle réellement, cette France, compenser l'échec de la France-Afrique aux côtés justement de ces nouveaux partenaires, principalement cités ce soir, le Ghana, le Rwanda ou encore le Nigeria? À côté, si vous voulez, on y mettrait également l'Éthiopie ou pourquoi pas Djibouti. Voilà la principale thématique de la soirée. Et pour en parler, les deux premiers invités sont à mes côtés. À Ouagadougou, nous retrouvons Nabaloum Abdoulaye. Je rappelle que vous êtes le président de la Confédération des associations et mouvements panafricanistes de l'Afrique de l'Ouest. Bonsoir à vous, Nabaloum. Bonsoir aux frères Nguéné, bonsoir à mon co-panéliste et permettez-moi également en cette nouvelle année de présenter mes chaleureux vœux à vous-même, à votre famille et à l'ensemble de For You Media, notamment le directeur général, toute la direction générale, tout le personnel technique et tout le personnel dans son ensemble, et également mes vœux à tous les copanélistes avec lesquels nous avons pu animer ce plateau, également à tous ces téléspectateurs ou à tous ceux-là en tout cas qui écoutent For You Media, qui interviennent. En tout cas, recevez mes vœux de santé, mes vœux de prospérité et surtout de paix, de stabilité pour le Sahel et pour l'Afrique de façon générale. Encore merci pour l'invitation. On espère que 2025, qui s'annonce comme une année charnière pour surtout nous, les pays ou les populations de l'AES, cette année 2025 va être vraiment le début de la consécration de l'unité africaine. Encore merci pour l'invitation. Merci à vous, Nabaloum Abdoulaye. André Kistelfanga, merci également à vous d'être présent une fois de plus ce soir. DP, je rappelle que vous êtes le consultant permanent de cette émission du Point sur l'actualité. Très bon début d'année à vous. Merci M. Nguéné pour l'invitation. Bonsoir M. Nabaloum.
nous vous saluons du côté de Ouaga, du côté de Burkina Faso en général. Et nous souhaitons aussi bonne année à ce peuple vaillant, n'est-ce pas, de ce côté-là du Burkina Faso et surtout au capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition. Monsieur le Président, sentez-vous salué et soutenu et dans l'état de l'AS tout entier. Bonsoir à tous nos téléspectateurs, meilleurs vœux à vous qui nous écoutez, qui prenez du temps pour suivre bout à bout, n'est-ce pas, nos analyses, que ce soit sur toutes les plateformes de For You Africa. C'est toujours un plaisir, n'est-ce pas, de se sentir aimé, compris, n'est-ce pas, de cette façon-là, avec ces inconditionnels-là. Au Cameroun, le président de la République du Cameroun a fait un discours le 31, et je crois que quand nous lisons entre les lignes, il a annoncé clairement sa candidature pour 2025, qui est une élection, n'est-ce pas, présidentielle et sénatoriale. Alors, au vu de... Pour vous, c'est le cas déjà, André Christelle Fanga, même si il ne l'a pas dit ouvertement, le président. Il ne l'a pas dit ouvertement, il a dit que il a dit sa détermination demeure intacte. Intacte. À la tête de l'État. Oui, de servir. Servir le peuple camerounais. Mais écoutez, quand à une année électorale, vous dites que votre détermination reste intacte, c'est une façon de vous dire que je continue le travail dont j'ai commencé il y a de cela longtemps, donc je vais continuer à vous servir. Donc je suis candidat pour 2025. Donc nous sommes tous, nous avons tous écouté ce discours et nous sommes tous convaincus que le président de la République a annoncé sa candidature. Et donc ça ouvre maintenant le jeu, n'est-ce pas, de toutes les autres batailles qu'il faut maintenant mener au sein des états-majors politiques. Et ce que je voudrais bien rappeler, c'est que nous sommes dans une posture où le Cameroun, aujourd'hui, nous vivons une saison où on manque de tout. Pas d'électricité, pas de l'eau, pas de route, pas véritablement d'hôpitaux, pas... En fait, tout est devenu très compliqué au Cameroun. On se pose la question, et vous avez vu la réaction, n'est-ce pas, de tous des évêques, des hommes de Dieu et tout le reste, là, et des acteurs de la société civile. Les évêques qui ne semblent pas en accord avec, justement, ce que vous décrivez. Mais bien sûr, ouais, bien sûr. Donc c'est pour ça que vous voyez que nos coups de gueule ici sont d'une importance parfois capitale. Nous avons fait le coup de gueule, par exemple, sur la route Douala-Yaoundé, à Motengene. Il a fallu que le patriarche Mbarangele risque sa vie sur cette route-là pour que quelque chose puisse être fait. On a fermé quelques nids de poules sur la route Douala-Yaoundé. Bon, on espère que les chantiers annoncés, n'est-ce pas, pour 2025 vont être respectés. Donc, nous disons simplement que véritablement que les Camerounais sachent prendre la bonne décision en cette année 2025 parce que l'ouverture, n'est-ce pas, de la campagne ou bien des candidatures, n'est-ce pas, nous devons savoir faire le bon choix au vu de tout ce qui est en train de se passer dans notre pays. Je pense qu'il est temps que nous prenions de très bonnes décisions. 2025 sera une année charnière pour plusieurs pays africains, bien sûr. Fanga, mais pour l'heure, nous ne sommes pas encore à l'officialisation de la candidature, d'une éventuelle candidature du président Biya. Alors, il faut savoir en train de lire les lignes du patriarche. Effectivement. Dans ce discours. Alors, y aura-t-il un retour à l'ordre constitutionnel? Puisque nous parlons de 2025. Ouais. Lui, de son côté, il a annoncé des couleurs, donnant pratiquement les détails de ce qu'il compte faire en Guinée. Et si, finalement, Mamadi Doumbouya conduisait la Guinée sur le chemin des élections, la promesse faite, souvenez-vous, en 2021, ou du moins en 2022, au moment de l'adoption de la charte de la transition, eh bien, ça sera finalement cette année 2025. Si on en croit, Mamadi Doumbouya, ou du moins en revenant justement sur son discours de Nouvel An, le président guinéen a fixé les grandes orientations de ce retour à l'ordre constitutionnel, estimant que 2025 sera une année électorale. Suivons ce reportage. Le président de la transition de la République de Guinée a annoncé un retour à l'ordre constitutionnel en 2025. L'année 2025 sera une année électorale cruciale pour parachever le retour à l'ordre constitutionnel. Ces différents processus électoraux se veulent transparents, inclusifs et respectueux des valeurs républicaines que nous partageons. Ils s'inscrivent dans notre volonté de bâtir une Guinée moderne où chaque citoyen
à sa place et où les droits de tous sont garantis. Ainsi, le référendum pour l'adoption de la nouvelle constitution nous permettra de quitter la période de refondation pour aller vers le retour à l'ordre constitutionnel normal et évoluer davantage dans un état de démocratie participative. À son arrivée au pouvoir en 2021, le général Mamadi Doumbouya s'était engagé à organiser une transition de 2 ans. Alors qu'aucun de ses engagements n'a été respecté, il a encore promis d'organiser un référendum pour l'adoption de la nouvelle constitution. Dès le premier trimestre de l'année 2025, je signerai un décret fixant la date du scrutin pour le référendum. Après l'élaboration du code électoral, il a en outre annoncé des élections communales d'abord législatives, ensuite et enfin présidentielles. Doumbouya a demandé aux Guinéens de lui faire confiance, rappelant qu'il est là pour servir, affirmant que le chronogramme électoral avait été convenu avec la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Ni moi, ni les membres du Comité national du Rassemblement pour le développement, ni les membres du Conseil national de la transition et encore moins les membres du gouvernement ne seront candidats aux futures élections, a-t-il poursuivi. Ces déclarations interviennent dans un contexte politique tendu en Guinée. Avant cette sortie de fin d'année du président, l'opposition guinéenne regroupée au sein des forces vives de Guinée avait affirmé qu'elle ne reconnaîtrait plus le pouvoir en place à partir du 1er janvier 2025, justifiant sa position par l'expiration de la transition le 31 décembre dernier. L'opposition, qui avait également envisagé des actions de protestation à partir du 6 janvier courant, n'a pas réagi dans l'immédiat aux déclarations de Mamadi Doumbouya. 2025 sera une année électorale cruciale pour parachever le retour à l'ordre constitutionnel. Les propos utilisés, ou du moins employés par Mamadi Doumbouya, le président de la transition de la Guinée. Alors, un processus qu'il décrit en 4 étapes. Nabadoum Abdoulaye. Le processus sera enclenché au premier trimestre de l'année en cours. Par la suite, il y aura la refondation qui va inclure l'adoption de la nouvelle constitution, la tenue des élections présidentielles, législatives ou encore communales. Le décret sera signé dès le premier trimestre de cette année pour fixer notamment la date du référendum sur la constitution. Et puis il y aura pour finir l'élaboration d'un nouveau code électoral qui sera achevé d'ici la fin de cette année 2025. Alors, Nabadoum Abdoulaye, est-ce qu'avec tous les éléments relevés sur la table, on se dirige véritablement vers un retour à l'ordre constitutionnel du côté de la Guinée? Ou alors êtes-vous de ceux qui parlent plutôt d'une main tendue du président actuel face aux menaces internes et externes qu'il subit, notamment les menaces de manifestation brandies récemment par les forces vives de Guinée, cette plateforme regroupant les principaux partis de l'opposition? Alors, merci. Il faut dire que Mamadou Doumbouya a déjà répondu même ou donné les éléments de réponse à cette première question. Éléments de réponse qui me scandalise beaucoup parce que, je le répète, ce qu'il dit, il dit que nous allons quitter la refondation pour aller à l'ordre constitutionnel. Et c'est là où je dis c'est vraiment très scandaleux. À quel moment la refondation a été posée? À quelle étape se trouve cette refondation? Cette refondation a associé qui? Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on doit quitter la refondation pour aller dans l'ordre constitutionnel? Est-ce que cette refondation avait lieu d'être? Est-ce qu'elle a pu être? Pourquoi doit-on quitter la refondation pour aller dans l'ordre constitutionnel? Donc voilà le premier élément, mot pour mot, en tout cas de ce que j'ai entendu des propos du discours du président de la Guinée et ce qui est ressorti. Donc effectivement, quand on prend ces éléments, de mon point de vue, je trouve que le président Doumbouya se sent de plus en plus acculé
notamment par sa classe politique et bientôt par la population, sentant vraiment que l'homme qui s'était annoncé comme l'homme de la situation s'est retrouvé être le caillou dans la chaussure. Alors, il faut repartir même pour comprendre cette situation-là. Quel est le parcours à la tête de cette présidente de Guinée? Qu'est-ce que le président Doumbouya a effectivement engagé ou mené comme activité pour servir son peuple ou servir ses institutions? En tout cas, les faits récents, ce sont la classe politique. On a vu comment est-ce qu'il s'est acharné sur les hommes politiques. Donc, véritablement, quand on regarde les actions, quand on regarde la façon de faire, on sent que c'est une chasse aux sorcières pour carrément anéantir tous ceux-là qui, du point de vue politique, peuvent prétendre ou en tout cas avoir cette possibilité-là de pouvoir candidater et de pouvoir le battre. Si on repart encore plus loin, lui-même Mamadou Doumbouya, tous ceux-là qui lui ont permis de prendre le pouvoir, on a constaté par la suite comment il a organisé, comment il a orchestré pour mettre en état de nuire ou en tout cas isoler tous ceux-là qui lui ont permis, en tout cas une grande majorité de ceux-là qui lui ont permis d'avoir ce pouvoir. Alors aujourd'hui, quand on prend Mamadou Doumbouya face à son peuple, dans les faits, qu'est-ce que le président Doumbouya a donné à son peuple en termes d'attente quand on sait la tension ou en tout cas la joie qu'il avait donnée dès les premiers instants après avoir annoncé son coup d'État? Donc, à part le procès du 28 septembre où on a suivi tous les résultats de ce procès, on ne sent pas de façon concrète quelle est la politique, quelle est la vision que le président Doumbouya engage pour sortir son peuple, non seulement de la misère, mais aussi de la domination impérialiste. Parce que pour nous, les panafricains, c'est cette domination impérialiste-là qui est véritablement le sens de notre combat. Donc quand on prend Mamadou Doumbouya face à son peuple, on voit vraiment un monsieur qui, visiblement, présente des écarts énormes entre sa gestion du pouvoir et comment accompagner son peuple. Et à plusieurs titres, il y a eu plusieurs manifestations tendant effectivement à dénoncer sa façon de gérer le pays quand on retient principalement que sa gestion a été axée sur les ressources du pays, comment est organisé le pillage des ressources, et on se demande qui véritablement bénéficie de toutes ces grandes, en tout cas toute cette grande exploitation qui est organisée à travers le pays, toutes les réalisations, on voit les grandes sociétés qui de plus en plus s'intéressent à la Guinée. Donc, visiblement, le président ne sait illustrer que comment exploiter les ressources, bien entendu, à son profit d'abord. Parce que pour le peuple, en tout cas jusqu'à présent, on n'a pas d'éléments qui permettent de dire que les Guinéens se portent bien, qui permettent de dire que le président travaille pour servir son peuple. Ça, ce sont les premiers éléments que, de mon point de vue, oui, je pense que le président Doumbouya... Alors vous ne semblez pas, Nabaloum, emballé par les déclarations du président Mamadi Doumbouya, alors qu'il promet un retour à l'ordre constitutionnel. Qu'auriez-vous voulu, dans un tel contexte, Nabaloum, qu'on prolonge, ou du moins qu'on proroge la transition? Question justement de se focaliser sur les priorités même des Guinéens? Alors, justement, le vrai problème se trouve là. Le retour à l'ordre constitutionnel, ça signifie quoi exactement? Qu'est-ce que ça renferme la notion de recourir à l'ordre constitutionnel? Organiser des élections pour piller encore les ressources de l'État, puisque pour organiser des élections en Afrique, ce sont des dizaines et des centaines de milliards qu'il faut engranger pour pouvoir organiser ces élections. Alors, est-ce que c'est le peuple qui vraiment, il organise ces élections-là dans le sens de servir son peuple? Non. On sait très bien comment est-ce qu'il est venu au pouvoir
et le retournement de veste qu'il a organisé à travers sa gestion du pouvoir. Si véritablement ce retour à l'ordre constitutionnel, si c'est pour renforcer, servir son peuple, il y a bien longtemps qu'il aurait associé les hommes politiques. Est-ce que ce retour à l'ordre constitutionnel a associé la classe politique? Est-ce que ce retour-là associe les leaders, je vais dire, les leaders coutumiers religieux, en tout cas l'ensemble des forces vives de la nation? Est-ce que ce retour-là vraiment prend en compte toutes ces personnalités ou toutes ces institutions qui participent à l'animation de la vie de l'État? Et quand on écoute son discours, c'est un vœu personnel du président de la République constatant sa déchéance en vue, sa déchéance prochaine, parce qu'il est vraiment acculé aujourd'hui. Il pense que c'est une façon pour lui de pouvoir encore organiser les élections. Et comme dirait l'autre, en Afrique, on n'organise pas les élections pour les perdre. Et quand vous regardez le processus par lequel il entend organiser ces élections, on comprend très bien qu'il veut asseoir une base politique acquise à sa cause, et par-dessus, lorsqu'il organisera les présidentielles, ça va être encore un boulevard, sentant bien qu'il n'a donné aucun signal montrant véritablement qu'il veut quitter le pouvoir. Donc, de mon point de vue, ce que le président Doumbouya est en train de rechercher, c'est comment faire pour perdurer au pouvoir. Et vous l'avez si bien dit, cette prolongation, si c'est une prolongation, c'est lui qui avait donné la date du 31 décembre pour la fin de la transition. Alors, en donnant cette date, pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas pu organiser tout cela pour que les élections interviennent, même ce 31 décembre, et que le pouvoir allait finir? Pourquoi il attend le jour du 31 décembre pour encore dire à sa nation qu'il a besoin encore de temps pour organiser la fin de la transition? Non, c'est simplement du dilatoire. C'est du dilatoire pour toujours perdurer au pouvoir, pour toujours piller les ressources du pouvoir, les ressources de la Guinée. Du reste, cette situation nous interpelle, comment dirais-je, la CEDEAO nous interpelle, ce monde impérialiste. Mais là, que voulons-nous réellement, Nabaloum? Que souhaitez-vous réellement? Que Mamadi Doumbouya reste ou alors qu'il parte? Puisque vous avez un problème quand il dit qu'il y aura un retour à l'ordre constitutionnel. Ce retour à l'ordre constitutionnel est censé parachever justement le processus de transition qui permettra aux militaires ou du moins de laisser le pouvoir aux civils. Mais là, quand vous critiquez de façon générale la transition, estimant qu'il aurait peut-être pu le faire avant, je ne sais pas trop, j'ai l'impression que votre position est ambiguë, Nabaloum Abdoulaye. Non, ma position, elle est très claire, elle n'est pas du tout ambiguë. Monsieur Doumbouya veut perdurer au pouvoir, il ne veut pas lâcher le pouvoir, il veut garder tout le pouvoir pour lui seul au détriment non seulement des Guinéens. Parce que celui qui veut vraiment organiser des élections pour donner le pouvoir ne commence pas à enfermer, ne commence pas à arrêter les hommes politiques. Quelle organisation a-t-il fait avec la classe politique? Quelle organisation a-t-il fait avec les forces vives de la nation? Quelle organisation il a fait avec son peuple? Aucune. On ne vient pas encore nous annoncer comme ça pour dire que nous, voilà, on était dans une refondation, mais bon, on va arrêter la refondation et puis on va organiser l'ordre, on va repartir à l'ordre constitutionnel. Non, je pense qu'il est en train de jouer sur les termes pour pouvoir, ou en tout cas les notions ou les concepts, voilà, pour pouvoir en tout cas amuser la galerie et continuer toujours de gagner du temps pour gérer son pouvoir. Voilà. Merci à vous, Nabaloum Abdoulaye. Alors, est-il dans l'optique de rester, de se maintenir au pouvoir, même si, à cet effet, il n'a pas souhaité donner les détails? André Christelle Fanga, certainement, en ne voulant pas glisser sur cette expression qu'on a souvent l'habitude d'utiliser, le fétichisme des dates, rien n'a été mentionné concernant justement les dates
la tenue de toutes les élections dont parle le président de la Guinée, qu'elles soient présidentielles, législatives ou encore communales. Mais là, il parle bel et bien d'un retour à l'ordre constitutionnel entrant, ou du moins déclinant, certaines grandes articulations qui devraient meubler cette année 2025. Alors, parleriez-vous aussi du dilatoire ou alors êtes-vous de ceux qui pensent réellement qu'il est en train de répondre aux préoccupations des Guinéens, ceux-là même qui se sont interrogés le 31 décembre dernier sur la suite à donner à la transition, brandissant parfois la limite des menaces de manifestation et ce, à compter de ce 6 janvier 2025. Monsieur Nguéné, laissez-moi saluer l'intervention de l'analyse de mon frère copanéliste, n'est-ce pas, de l'autre côté du Burkina Faso, Nabaloum, qui a justement exposé ce prétendu putschiste, ce prétendu président de la transition en Guinée, Conakry. Monsieur Nguéné, c'est clair et net. Mamadi Doumbouya veut gagner du temps. Il veut gagner du temps en vous disant qu'il veut organiser des élections. Il veut faire du dilatoire. Il veut faire baisser la pression. Il veut essayer de convaincre les populations, les partis politiques, les acteurs de la société civile qu'il y a quelque chose qui se prépare. Sur votre plateau ici, je vous avais dit, c'est une navigation à vue. C'est une aberration, même ce coup d'État guinéen. C'est un hold-up qui n'a servi à rien du tout. Et d'ailleurs, quand vous regardez Mamadi Doumbouya, la façon de prononcer son discours, un personnage hagard, vous savez que vous voyez comme quelqu'un qui est perdu, qui fait le discours parce qu'il se sent dans l'obligation de le faire et de faire des promesses fallacieuses. Là, vous êtes dans la sémiologie de l'image. Mais bien sûr. Il fait des... En fait, il est dépassé par la situation parce qu'en réalité, on ne sait pas pourquoi il a fait le coup d'État à Alpha Condé. 3 ans après, je crois 3 ans ou 4 ans. C'est en 2021. 2021, septembre 2021. Nous sommes janvier 2025. Oui. Pour rien. Rien de nouveau. Il parle de refondation. Il parle c'est le CNSD, n'est-ce pas? CNRD. CNRD. Développement, le Comité national du rassemblement pour le développement. C'est où le développement, là, en Guinée? Rien de nouveau. Merci. Aucun grand chantier. Aucune révolution. Rien du tout. Aucun bilan. Je vous dis, c'est la catastrophe. C'est le genre de personnage qu'il faut rapidement balayer, n'est-ce pas, de notre giron africain. Parce que c'est incompréhensible que vous ayez fait, n'est-ce pas, un coup d'État à un chef d'État qui avait déjà amorcé, n'est-ce pas, un développement qui avait déjà engagé, n'est-ce pas, des choses importantes pour la Guinée-Conakry, et qu'aujourd'hui on se retrouve dans quelque chose de... On ne saisit ni la tête, ni la queue, ni le tronc, ni absolument rien. Dites-moi, si de mémoire de journaliste, peut-être vous avez la bonne information, quel est l'acte salutaire que M. Mamadi Doumbouya a posé en Guinée-Conakry depuis son ascension au pouvoir, depuis son putsch, n'est-ce pas, qui l'a permis d'être au pouvoir? Moi, je n'en connais aucun. Je pense qu'aujourd'hui, il faut véritablement qu'on se dise certaines choses. Il s'est retrouvé forcé à faire un discours et à promettre des choses dont lui-même ne tient, il est incapable de tenir. Parce que M. Mamadi Doumbouya ne peut pas organiser une élection. Comment ça, André Kistelfanga ne peut pas? Mais Nabaloum nous vous a dit tout à l'heure, là, non, vous ne pouvez pas vouloir organiser une élection. Il décline les principales articulations de ce processus du retour à l'ordre constitutionnel. Il nous Nabaloum vous a dit, vous ne pouvez pas vouloir organiser. Oui, on est d'accord, M. Nguéné. Il y aura une nouvelle constitution qui entrera en vigueur. Ça, c'est son discours. Alors, la question que je me pose également, messieurs, aurez-vous la même position au soir du 31 décembre 2025 quand la Guinée aura un nouveau président? J'aurai la même position
parce que je suis sûr qu'il n'y aura pas un nouveau président. Qu'il soit nouveau ou pas, mais après l'élection présidentielle dont parle Mamadi Doumbouya. S'il va organiser. Mais il dit qu'il va organiser. Mais attendons de voir. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit qu'il va faire? Il nous a dit que son comité, le quoi, c'est pour le développement, qu'ils ont mis en place. La plupart de tous ces gens, première des choses, vous voulez organiser une élection, vous arrêtez tous les opposants, vous faites la chasse aux sorcières, vous faites les libertés individuelles sont arrêtées. En fait, il n'y a aucune réforme. En 3 ans, vous n'avez rien fait. Rien du tout. Même pas quelque chose de palpable. Même une assemblée législative, n'est-ce pas, qui permet aux Guinéens, n'est-ce pas, de décider des lois, n'est-ce pas, qui vont régir leur pays, ou bien de transition, ou bien de ceci et de cela. Je dis bien, tout va à volo. Rien ne marche en Guinée-Conakry. Mamadi Doumbouya n'a apporté aucune réforme. Rien du tout. Donc, il n'a rien de nouveau. Son seul travail, c'est de rester au pouvoir, c'est de conserver les intérêts français, parce que c'est un agent français, c'est de préserver ses intérêts-là, et basta, et la preuve en est. Il est un putschiste fréquentable, parce que les autres sont des putschistes infréquentables. Il est le seul putschiste fréquentable, et vous voyez ses amitiés avec les autres chefs d'État. Vous voyez ses amitiés. Quelqu'un qui n'est ni invité à l'AES lors de la constitution de l'AES, il n'est pas invité. La CEDEAO tient ses réunions, il n'est pas invité, finalement il est alors où? Vous voyez que la Guinée a reculé, n'est-ce pas, de 20 ans, de 30 ans en arrière. La stratégie du côté de la Guinée semble différente des autres. Laquelle alors? Nous ne sommes pas dans une rupture pure et dure. Non, comme, monsieur. Mais vous faites alors le coup d'État, pourquoi? Si vous n'êtes pas dans une rupture, vous faites alors le coup d'État, pourquoi? Vous faites alors le push, pourquoi? Ah, non, c'était pour d'autres réalités. Lesquelles? Bien différentes. Non, lesquelles? Monsieur Mamadi Doumbouya a fait le coup d'État, pourquoi? Améliorer les conditions de vie. Où sont alors l'amélioration des conditions de vie de ces Guinéens? Le pays, entre autres, selon bien sûr... Le pays ne fait que croupir dans la misère. Il ne fait que vendre les ressources naturelles de son pays à ses amis. A-t-il eu suffisamment de temps pour le faire? 3 ans, c'est petit. 2 ans, pratiquement. 2001, 2021, septembre 2021. Septembre, la charte de la transition est officiellement adoptée en 2022, de concert avec la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Là, ça fait 2 ans déjà qu'on vient, 2 ans, et là on entame la 3e année pratiquement. Mais sans résultat. Est-ce que cette Guinée, on peut la développer en 2 ans, André Kistel Fanga? Je pense que sortir de là vous allez me faire actuel, André Kistel Fanga, Monsieur Nguéné, en 2 ans seulement. Monsieur Nguéné, compte tenu des défis, vous allez là me faire saluer Ibrahim Traoré. Monsieur le Président de la transition du Burkina Faso, sentez-vous saluer. Jeune frère, je suis fier de vous. Pas cette comédie qu'on nous montre en Guinée-Conakry. Pas ces blabla qu'on nous raconte. 175 milliards cotisés par les Burkinabés pour l'effort de guerre. Ça, c'est visible et palpable. Du matériel de guerre pour l'armée, pour la réforme de l'armée. Visible, touchable, palpable. Les réformes agraires, les cultures et tout ça, nous voyons ces réformes-là claires et nettes. Nous voyons des avancées extraordinaires du peuple burkinabé sous l'impulsion de son leader Ibrahim Traoré. Prenons juste ce petit exemple-là, qui ont presque la même durée de transition. Et comparé à M. Mamadi Doumbouya, qui semblait être plus capé. Il s'est également lancé dans un vaste chantier de la réforme de la justice. Il a fait de la lutte contre la corruption l'une de ses priorités. Alors, il a arrêté qui comme corrompu en dehors des procès politiques engagés contre certains leaders, n'est-ce pas, politiques capables ou bien sentant leur aura politique pouvant prendre le pouvoir. En dehors de cela, en condamnant, n'est-ce pas, ce procès de massacre du stade de trucs, en dehors de ce procès-là, il y a encore eu quoi d'autre? Rien d'autre. Je pense qu'on est dans une... Donc pour vous, Mamadi position tranchée, Doumbouya Comédie Club. Monsieur Nguéné, on est dans Mamadi Doumbouya Comédie
Club. Point. Alors, Nabaloum, j'imagine que vous maintenez également votre position, mais sera-t-elle la même au soir du 31 décembre 2025, lorsqu'on aura tenu ces élections finalement du côté de la Guinée et qu'on aura enfin un président civil à la tête de l'État? Alors, je dirais que votre question, elle est très pertinente et je pense que c'est ce jour-là que le président Doumbouya doit expliquer au peuple guinéen pourquoi il a organisé le coup d'État. Voilà, parce que c'est trop facile. Il organise un coup d'État, il prend le pouvoir, il l'exerce pendant plus de 3 ans, et un beau jour, il dit oui, je vais organiser des élections. Pourquoi il a interrompu le président qui avait été élu de façon démocratique, le président Condé? Donc si au soir du 31 décembre 2025, il y a un nouveau président, il doit venir simplement expliquer aux Guinéens pourquoi il a fait ce coup d'État au président Condé. Donc, c'est pour dire simplement que ce n'est pas le fait de revenir à l'ordre constitutionnel qui va résoudre les problèmes des Guinéens. Le peuple guinéen a exprimé des frustrations. Le peuple guinéen a exprimé certaines douleurs, certaines souffrances. Et ils espéraient qu'il y aurait un sauveur, un deuxième Sékou Touré pour venir sortir leur pays de cette situation. C'est pourquoi ils ont salué, c'est pourquoi ils sont sortis en liesse pour acclamer le président Doumbouya. Mais comme mon co-panéliste, Dr Fanga l'a dit, arrivé, quel est le bilan? Jusqu'à aujourd'hui, on a l'impression même que le président Doumbouya a organisé le coup d'État pour freiner effectivement l'élan des pays de l'AES, notamment le Burkina, le Mali, qui, lorsque on regarde les faits, ces pays-là avaient tendu mais s'il avait rejoint l'AES, Nabaloum, s'il avait rejoint l'AES, votre position aurait été différente. Ça, c'est sûr et évident. Si la Guinée avait rejoint l'AES. Est-ce que vous me recevez, Nabaloum? Alors, j'ai l'impression que nous avons été interrompus. Nabaloum Abdoulaye, je rappelle que vous êtes du côté de Ouagadougou, vous êtes le président du mouvement, de la CAMPAO, de la Confédération des associations et mouvements panafricanistes de l'Afrique de l'Ouest. Je ne sais pas si nous sommes toujours à vos côtés. Nabaloum, est-ce que vous nous recevez? Alors, peut-être pour sortir de la thématique, si la Guinée avait rejoint l'AES, on imagine que toutes les critiques qui sont dirigées contre Mamadi Doumbouya ne le seraient pas aujourd'hui. Vous ne les aurez pas, André Kistelfan. Alors, comme c'était quasiment impossible... Parce qu'on a eu tout de même une main tendue. Et même dans ce discours de Nouvel An, il dit que la Guinée continuera à entretenir des relations très étroites avec le Mali, le Niger et le Burkina Faso, et que les divisions ne servent à les intérêts de uniquement de ceux qui veulent diviser. Là, il laisse une fenêtre ouverte également à l'AES. André Kistelfanga. C'est un vieux bluffeur. Monsieur Mamadi Doumbouya, c'est un bluffeur. Il a fait croire qu'il était dans la logique, n'est-ce pas, de révolution, d'autodétermination des peuples guinéens. Heureusement, son Mamadi Doumbouya Club Comédie l'a rattrapé. S'il avait rejoint l'AES, ça devait être plutôt la catastrophe. On aurait eu le cheval de Troie dans l'équipe, c'est-à-dire celui qui allait pourrir, n'est-ce pas, la situation de l'intérieur. Et d'ailleurs que c'était quasiment impossible parce que vous n'allez pas demander un agent de l'impérialisme, un agent français, un agent, parce qu'on parle d'agent, ce n'est pas que Monsieur Mamadi Doumbouya est un légionnaire français.
C'est un soldat de l'armée française. Il faut le dire clairement. On avait tous vu ces communiqués où la Guinée s'oppose à une intervention et envoie des signaux forts à tous ceux qui veulent intervenir militairement du côté de l'AES André Kistel Fanga, la Guinée, qui n'a pas souhaité mettre en exécution toutes les sanctions prises par la CEDEAO contre ces pays. Entre autres, André Kistel Fanga, ça, ce n'est pas une position d'un cheval de Troie. Non, je pense qu'il faut comprendre souvent les gens dans leur position, voulant jouer, n'est-ce pas, au baroudeur, à celui qui a compris les enjeux, alors qu'en réalité, on est en train de jouer, on fait de la comédie. J'insiste sur le mot comédie, hein, et ça, c'est très important. Parce que si, un seul instant, on avait un pays dont on comptait qu'il allait rejoindre directement, en fait, qui allait former, n'est-ce pas, cet AES en premier, c'était Burkina Faso, Niger, Mali, Guinée. Le Niger vient en dernière position dans la révolution. Mais on est agréablement surpris que la Guinée-Conakry, n'est-ce pas, ne puisse pas adhérer à l'AES. Vraiment, ça a été un coup de tonnerre pour nous. Bon, pour ceux qui ne connaissaient pas Mamadi Doumbouya, ils avaient espoir que non, quelque chose de bon pouvait sortir, n'est-ce pas, de lui. Mais en réalité, le légionnaire n'a que fait son travail. Il fallait freiner des 4 fers ce que la Guinée et Conakry était en train d'amorcer, n'est-ce pas, comme défi avec le professeur Alpha Condé, président élu, n'est-ce pas, de la Guinée-Conakry en ce moment-là. Nous savons tous que le professeur Alpha Condé était un panafricaniste et reste même un panafricaniste, était décidé de faire de la Guinée-Conakry, au vu de ses ressources, n'est-ce pas, naturelles, n'est-ce pas, un pôle économique extrêmement important en Afrique de l'Ouest. Ce qui, aujourd'hui, a été freiné des 4 fers par cette barbarie de M. Mamadi Doumbouya, qui, justement, n'avait pas les éléments capables de... Parce que il paraît qu'il est général aujourd'hui, je ne sais pas, général ou colonel, je ne sais pas. En tout cas, je ne connais pas son grade, mais je sais qu'avant d'arriver en Guinée, il n'avait que le grade d'adjudant. Donc, c'est quelqu'un qu'on a, c'est le professeur Alpha Condé qui a fait de lui lieutenant-colonel, à titre exceptionnel, par décret, pour lui confier, n'est-ce pas, l'unité principale de la gendarmerie qui a fait de lui, n'est-ce pas, cet homme fort de la Guinée, parce que conduisant cette troupe-là, c'est le groupement le plus important de la gendarmerie de la Guinée. Donc, c'est une force d'élite et qui a permis à ce Mamadi Doumbouya de faire le coup d'État. Donc, pour simplement dire que s'il avait rejoint l'AES, ça devait être un danger pour l'AES. Si, heureusement, nous sommes dans les 6, n'est-ce pas? Heureusement, il n'a pas rejoint l'AES parce qu'il n'a pas de projet politique, il n'a pas de projet révolutionnaire, il n'a pas de capacité militaire, n'est-ce pas, à diriger une révolution, il n'a pas les éléments nécessaires. Parce que même quand vous n'êtes pas assez compétent, on dit quoi? Vous vous entourez, n'est-ce pas, des gens, n'est-ce pas, capables de vous amener, mais on est dans une parade, n'est-ce pas, une parade, je ne sais pas, une exposition, n'est-ce pas, un défilé de mode militaire, n'est-ce pas, pour démontrer, n'est-ce pas, le gabarit ou bien comment les militaires sont cagoulés à la tête de l'État. Est-ce que c'est ça qui dirige l'État? Est-ce que c'est ça qui crée les réformes? Est-ce que c'est ce déploiement, n'est-ce pas, de cette comédie-là qu'on fait tout autour de l'État guinéen qui apporte, n'est-ce pas, ce développement dont il est le coordonnateur ou bien... Parce que c'est un comité de le CNRD pour justement le développement. Donc, véritablement, nous assistons là à une comédie qui a longtemps duré. Donc, nous disons et nous encourageons les Guinéens à arrêter cette comédie de Mamadi Doumbouya, club comédie, le plus tôt possible. Arrêtez, mettez stop. Voilà. Retour alors de constitutionnel en Guinée ou pas. De toutes les façons, les orientations ont été données dans ce discours de Nouvel An par le président de la transition, Mamadi Doumbouya. Et pour l'heure, nous abordons la principale thématique de la soirée, revenant sur les perspectives de la France sur le continent africain, notamment pour cette année 2025. Va-t-elle finalement changer de cap pour l'Élysée? Il le
fait l'ombre d'aucun doute que oui, au regard des revers essuyés, au Mali, au Niger ou encore au Burkina Faso, mais également au Tchad, entre autres avec le retrait des troupes françaises, le rejet également du côté du Sénégal avec justement la dénonciation de l'accord de défense, mais surtout le démantèlement de la base française du côté de Dakar, dans un contexte de tensions et de relations historiques complexes entre la France et certains pays du continent africain. La boussole de l'Élysée se tourne désormais vers d'autres partenaires qui n'ont aucun, ou du moins qui n'entretenaient jusqu'ici aucune relation historique avec Paris. Certains pays sont pratiquement cités, on parle du Nigeria, on parle également du Ghana, du Rwanda et d'une certaine façon encore de l'Éthiopie, compte tenu de la dernière visite du président français Emmanuel Macron en 2024. Il s'était successivement, souvenez-vous, rendu du côté de Djibouti, mais également du côté de l'Éthiopie. Alors, va-t-elle changer d'approche, de paradigme? Alors, prenons tout d'abord les explications de nos correspondants. La question des relations entre la France et l'Afrique francophone n'a pas besoin de beaucoup d'analyses et de débats pour se rendre compte de l'ampleur du déclin du poids français dans ces anciennes colonies. En effet, depuis plusieurs années et après les changements politiques survenus dans plusieurs pays africains, le rôle de Paris dans la région du Sahel s'est réduit. Et cela est dû principalement aux sensibilités historiques infinies entre la métropole et ses anciennes colonies et les relations postcoloniales qui ont suivi depuis les années 60. Dans ce registre, la boussole de Paris se tourne progressivement vers les pays anglophones, avec des pays qui n'ont pas un précédent colonial avec la Ve République. Une vision qui s'est illustrée à travers la tournée de l'ancien chef de la diplomatie française, Stéphane Séjourné, au Rwanda. En marge de ce déplacement, le diplomate français l'avait clairement dit, je cite, « En Afrique, il n'y a pas que le Sahel », en faisant allusion à d'autres partenaires continentaux. Mais dans les faits, quels sont les moyens pour la France pour trouver un point d'influence et de partenariat avec les pays africains non francophones? Et est-ce que Paris va atteindre cet objectif de compenser l'échec de la France-Afrique avec d'autres pays du continent? Et donc, que reste-t-il à Macron, en effet, après toute cette débâcle dans l'Afrique francophone? C'est d'essayer de se rattraper en allant signer des partenariats avec d'autres pays qui sont plus en accord avec lui, des pays plus libéraux. Je pense au Nigeria, par exemple. Et comme il vient de l'annoncer, l'Élysée vient de l'annoncer, il sera également en Éthiopie, à Addis Abeba, après les fêtes de Noël, suite à sa visite de la base militaire de Djibouti, où M. Macron passera Noël avec les militaires pour leur témoigner la reconnaissance de la nation, a-t-il dit, des militaires français en Afrique, à un moment donné où tous les pays de la zone francophone sont en train de se débarrasser justement de ces accords militaires et des forces militaires françaises en Afrique. Monsieur Emmanuel Macron a reçu en grande pompe, avec tous les honneurs diplomatiques pendant 3 jours, le président du Nigeria, Monsieur Bola Tinubu. Et donc, ils ont écrit une tribune commune dans un journal français très important qui s'appelle « Entre la France et le Nigeria, un partenariat d'égal à égal ». Donc, ça veut dire qu'avec les autres déjà partenaires, ce n'était pas d'égal à égal. Et donc, il essaye justement de se rapprocher en particulier du Nigeria, qui est une des économies importantes de la région et qui est un pays anglophone, puisque les francophones le rejettent. Ce qui est drôle, c'est qu'ils s'entendent bien. Pourquoi les deux, le président Tinubu et Macron, s'entendent bien? Tout simplement parce qu'ils ont la même politique et le même bilan. Au mois de novembre 2024, l'ancien président du Ghana s'est déplacé à Paris afin de rencontrer son homologue français Emmanuel Macron. Une visite qui témoignait de l'intérêt économique de la métropole pour ce pays d'Afrique. Et entre le Nigeria et la France, les relations se sont renforcées après la rencontre entre Macron et le président du Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, avec un objectif majeur, faire avancer la coopération économique entre les deux pays. En marge de cette visite, plusieurs accords ont été ratifiés entre Paris et Abuja. Mais il semble qu'il y aurait d'autres accords entre les deux pays. Le président du CNSP du Niger, le général Abdourahmane Tiani, accuse Paris de vouloir appuyer le Nigeria dans le but de déstabiliser la région. Cette même France, je le dis et je le répète, qui finance le terrorisme au Sahel. Cette même France, tenez-vous bien, qui aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, a déversé
plusieurs milliards de francs CFA dans le lit du lac Tchad. Au Nigeria, je le dis pour que ça ne donne sujet à aucune interprétation possible, Ahmed Aboubakar Roufaï, qui était le responsable de leur DGDSE qu'ils ont appelé National Intelligence Agency, et qui a été remplacé récemment en août, était le point focal pour la formation, l'acquisition, le financement du terrorisme. Une nouvelle feuille de route avec un seul objectif, retrouver l'influence de l'Élysée en Afrique. Mais cette fois-ci avec des pays historiquement éloignés de la France. Un pari pas facile dans un continent devenu de plus en plus souverain dans le choix de ses partenaires politiques et économiques. La question que tout le monde se pose, je pense qu'on va tout d'abord afficher les codes d'accès avant de... et dans quelques instants, nous irons au standard prendre les avis des premiers appelants. Alors André Kisselfanga, la question que tout le monde se pose au regard justement de cet élément est celle de savoir, la France peut-elle réellement compenser l'échec de la France-Afrique en voulant établir de nouveaux partenariats avec certains pays comme le Nigeria, entre autres le Ghana, l'Éthiopie, le Rwanda, etc. Peut-elle réellement compenser l'échec de la France-Afrique auprès d'autres partenaires? Ce n'est pas possible. Parce que si la France a perdu le Sahel, elle ne peut pas le compenser le plus rapidement possible avec ces États dont vous avez cités. Prenons... Je vais prendre deux illustrations. On a pourtant vu la diplomatie française très active en 2024 auprès de ces pays-là, auprès des dirigeants de ces pays. Nana Akufo-Addo, Bola Tinubu, le président Paul Kagame, le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, ainsi que le président djiboutien également. Monsieur Nguéné, quand vous regardez l'apport du Mali dans la France-Afrique, c'est quasiment l'un des poumons économiques qui ont fait de la France cette puissance qu'elle est aujourd'hui. C'est-à-dire l'exploitation abusive du Mali a amené la France à avoir cette position en matière d'or, en matière de, n'est-ce pas, de ressources rares, de l'eau, de tous ces différents éléments-là. Ça a permis à la France d'être une puissance, n'est-ce pas, économique mondiale. L'exploitation de l'or au Mali, l'exploitation de l'or au Burkina Faso. Et plus grave, la France est une puissance nucléaire grâce à l'exploitation de l'uranium du Niger. Citez-moi un de ces pays dont la France est en train de négocier, qui peut compenser la perte seulement de ces deux États, c'est-à-dire le Mali et le Niger. Parce que si un seul instant... Il y a également ce poids économique que représente le Nigeria. Un poids économique qui n'est pas négligeable. Écoutez, le Nigeria a basé son économie presque sur les locaux. Donc il y a eu un travail économique, n'est-ce pas, qui est la fabrication des acteurs économiques locaux. C'est pour ça que nous avons des dragons, n'est-ce pas, les premiers milliardaires africains qui sont la plupart au Nigeria. Nous avons Dangote, nous avons Teno Lumelu, nous avons plein de gares, n'est-ce pas, qui sont assez bien implantés au Nigeria. Donc, c'est hyper difficile, n'est-ce pas, de devenir, que la France exploite le Nigeria comme elle exploitait, par exemple, le Mali, comme elle exploitait le Burkina Faso, comme elle exploitait le Niger. Donc, ça ne sera que des partenariats. Et le partenariat, par exemple, avec le Nigeria, ça sera, n'est-ce pas, pour le blanchiment de capitaux et avoir des positions, n'est-ce pas, qui peuvent permettre de déstabiliser, n'est-ce pas, les pays de l'AES. Et non pas des partenariats économiques qui vont permettre, n'est-ce pas, à la France de maintenir son standard économique. Parce qu'elle ne peut pas exploiter en dehors du pétrole que le Nigeria a.
et qui n'est même pas assez suffisant pour le Nigeria lui-même. Parce qu'avec la mise en place, n'est-ce pas, de la raffinerie de Dangote, ça devient, n'est-ce pas, extrêmement important que le Nigeria raffine lui-même son propre pétrole. Donc, si on prend des éléments économiques, seulement d'abord, sans compter les éléments géostratégiques, les éléments, n'est-ce pas, militaires, alors la France ne peut pas compenser, n'est-ce pas, ce qu'ils ont perdu au niveau des États de l'AES avec les partenaires comme le Ghana, le Nigeria, l'Éthiopie et le reste. Mais peut-être pas compenser, mais surtout nouer des relations de coopération aussi pertinentes qu'elle entretenait avec les autres États. Ivoiriens disent souvent que le chien ne change jamais sa façon de s'asseoir. Un morceau de bois tant duré dans l'eau ne sera jamais caïman. C'est-à-dire que la France n'a jamais négocié véritablement. En fait, n'est pas dans des relations gagnant-gagnant. La France est un voleur, c'est une sangsue. C'est un pays de sangsue. Et la sangsue ne vit pas dans les échanges. La sangsue vit sur le dos des autres. Et donc, ces pays dont on est en train de nous prendre comme des nouveaux partenaires, n'est-ce pas, en Afrique, de la France, ne sont pas des pays où la France peut venir exploiter allègrement ses ressources parce que, elle n'en a pas assez, et même s'il y en a, les ressources sont déjà... Il y a d'autres partenaires, n'est-ce pas, au développement dans ces différents États-là. C'est des pays, par exemple, anglo-saxons déjà, où certains partenaires anglo-saxons sont déjà bien installés, que ce soit au Ghana, que ce soit au Nigeria. Donc, vous voyez que ça ne peut pas être aussi facile comme quand ils avaient comme territoire conquis, n'est-ce pas, le Mali, le Burkina Faso, le Niger. Oui. Vous imaginez un seul instant que l'uranium du Niger était exploité exclusivement, n'est-ce pas, par la France, par la société Orano. Orano qui était actionnaire majoritaire, n'est-ce pas, dans la société... La Somaï, oui. Cette société gestionnaire, n'est-ce pas, d'exploitation de l'uranium. Donc, je crois que c'était 52%, 60%. À 60%, voilà. Donc, et vous imaginez qu'aujourd'hui, la France se retrouve en train de négocier avec le Kazakhstan pour conclure de nouveaux, n'est-ce pas, de nouveaux marchés d'exploitation de l'uranium. Parce qu'il y a un déficit, n'est-ce pas, criade, n'est-ce pas, de ce manque d'uranium dans les centrales nucléaires. Et d'ailleurs, même selon actuellement, certaines centrales nucléaires françaises sont à l'arrêt. Et ça fait déjà un manque à gagner, n'est-ce pas, à ces centrales-là. Parce que la production d'électricité à partir de l'uranium qui est travaillé ou enrichi au niveau de ces centrales nucléaires permet d'éclairer la France. Et donc, une partie de la France est éclairée grâce à je dis 40%. Hein. Et vous imaginez ce que représente 40% n'est-ce pas, d'électrification dans un pays. Non. Et donc, vous n'avez plus la possibilité d'avoir ces 40%-là d'électrification. Mais ce qu'ils exploitent maintenant, là, c'est les stockages d'uranium qu'ils avaient en attendant la conclusion, n'est-ce pas, de certains trucs. Donc, vous voyez que la France ne peut pas compenser, n'est-ce pas, ce déficit-là qui a été, que ce soit en matière économique, que ce soit en matière militaire, parce qu'aujourd'hui, la coopération militaire entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger est vous avez près de 10 000 hommes que maintenant vous devez trouver position. Parce qu'il y avait la force Barkhane, Serval, Takuba et tout le reste là. Maintenant, ces hommes-là doivent être exploités ailleurs. Vous n'avez plus possibilité de les exploiter au niveau de ces trois pays-là. Alors, qu'est-ce que vous faites? Et plus grave encore... Pour sortir des pays, nous allons aller au standard. Plus grave encore, le Tchad vient de faire partie ces hommes-là, demande le démantèlement des bases. Un peu de Sénégal, partout, le Sénégal, Côte d'Ivoire et tout le reste là. Donc, vous imaginez que même militairement, ils n'auront plus de moyens pour déployer, n'est-ce pas, ces différents éléments sur le terrain, parce que ce déploiement-là permet d'avoir des ressources, permet d'avoir, n'est-ce pas, une influence géostratégique, géopolitique, n'est-ce pas, sur certains territoires. Quand ces éléments-là sont partis, vous n'avez que les yeux pour pleurer. Et l'influence française continue à diminuer et continue à s'amoindrir. Et finalement, elle deviendra peut-être 20e puissance mondiale. Quelle politique étrangère française en Afrique, pour cette année d'ailleurs 2025, va-t-elle changer de cap, la France, dans son approche vis-à-vis des États africains? Voilà la thématique qu'on a souhaité mettre sur la table d'entrée
du moins en ce début d'année 2025, question justement de démarrer l'année ayant certaines orientations, les orientations que nous souhaitons également donner à ce combat que nous menons maintenant depuis plusieurs années. Nous allons également prendre les avis de certains téléspectateurs, téléauditeurs ou encore auditeurs. Allô, bonsoir et bienvenue à vous. Alors, j'ai l'impression... Alors, est-ce que nous l'avons perdu? Un premier appelant depuis la Côte d'Ivoire. Oui. Oui, bonsoir et bienvenue. Vous m'entendez? Oui, nous vous recevons parfaitement. Allez-y. Voilà. Bonsoir, M. Nguéné. Bonsoir, bonne fête de fin d'année à tous. Voilà, j'aimerais réagir sur la première thématique concernant la Guinée. J'ai écouté les panélistes qui sont sur le plateau, mais moi, je vais faire un peu une analyse plus optimiste par rapport à la déclaration de M. Doumbouya. Bon, j'ai entendu M. Dr Fanga dire qu'il ne sait pas pourquoi Doumbouya a fait le coup d'État. Il ne sait pas également, Doumbouya n'a pas apporté le développement tant souhaité. Moi, j'aimerais d'abord dire que c'est vrai, nous parlons de l'Afrique, voilà, mais il faut qu'on fasse un peu les choses un peu plus objectivement. Je veux dire que Doumbouya d'abord a fait le coup d'État pour lutter contre un troisième mandat que Alpha Condé avait perpétré. Nous avons tous salué ce coup d'État parce qu'on ne peut pas accepter des violations de constitution en Afrique. On ne peut pas demander une chose et son contraire. Et c'est ce que nous déclinons toujours ici en Côte d'Ivoire. Donc Doumbouya est venu à la rescousse, est venu à l'appel du peuple et a demandé à renverser M. Alpha Condé pour prendre le pouvoir. Il est venu, il a parlé de développement. En 2 ans, M. Nguéné, vous avez bien fait de l'interpeller, en 2 ans, on ne peut pas faire un développement. Puisqu'on a vu les chefs d'État depuis 40 ans qui sont au pouvoir, qui n'ont pas apporté le développement. En 2 ans, si ceux de 40 ans n'ont pas pu le faire, ce n'est pas en 2 ans qu'on va le faire. Néanmoins, il a fait quelques bitumes à Conakry. Il a fait quelques bitumes à Conakry. Il a réformé l'armée. C'est grâce à lui aujourd'hui que l'armée en Guinée est plus professionnelle. Voilà. Et puis également, il a également construit une usine de la transformation des palmiers à huile. Il a également permis, quand les gens de la CEDEAO ont fermé les frontières, ils sont allés faire leur réunion pour essayer de sanctionner l'AES. N'oublions pas que c'est Doumbouya qui n'a pas pris parti pour la CEDEAO. Il a dit non, que les frontières de la Guinée restaient ouvertes. Donc pour ça, on peut le saluer, on peut saluer son acte. Maintenant, cependant, ce qui concerne le discours qu'il a tenu, où il parle de quitter la refondation pour aller vers la transition. Pour moi, ce que je souhaite, on voit dans ce discours que est-ce qu'il ne va pas s'appuyer dessus pour essayer de se présenter, même si dans le discours il a dit que ni lui ni les membres de la transition ne vont être candidats. Mais moi, sur ce côté-là, je reste un peu réticent, il reste un peu prudent, parce que pour moi, il va faire cette modification constitutionnelle. Ils ont l'air français qu'ils emploient beaucoup en Afrique. Ils disent, comme on a fait la modification constitutionnelle, les compteurs sont remis à zéro. Donc il est capable de s'appuyer là-dessus pour essayer de violer la charte de la transition. Parce qu'il a déjà balayé, même son numéro 2, le général Saluba Koulibaly, qui a été tué, qui a été dans les geôles, qui est décédé. Il a également fait certaines choses, plusieurs arrestations. Donc pour moi, il risque de ne pas respecter la charte de la transition. C'est sur ça qu'on peut le critiquer, ce Doumbouya. Et aussi à implanter des bases françaises fictives en Guinée. Voilà ce qu'on peut lui reprocher. Pour moi, c'est ce qu'on peut lui reprocher, parce qu'il a balayé tous les gens de la transition. Donc pour lui, l'objectif, c'est de se présenter pour être président de la République. Même s'il le dit et que non, il ne va pas y aller. Mais nous, on ne croit pas du tout à son discours quand il dit qu'il ne va pas y aller. Pour nous, il va y aller, parce qu'il a mis toutes les conditions pour y aller. Donc, moi, je pense que Doumbouya, il interpelle ici, il doit respecter la charte de la transition. Ne pas se présenter à ces élections qui arrivent. Il ne faut pas qu'il se prenne. Un militaire, quand il donne ta parole, il faut respecter. Donc, je pense qu'il va respecter ça. Je souhaite qu'il respecte sa parole, qu'il ne se présente pas à ces élections qui arrivent là. Et puis aussi, je peux lui reprocher aussi d'avoir ouvert un procès biaisé sur l'ancien chef de l'État, Moussa Dadis Camara. On n'a rien vu au cours du procès, à part des déclarations. On n'a pas vu de preuves. Et tout ça a été fait de façon précipitée pour condamner M. Dadis Camara. Pour moi, ce sont des stratégies pour Doumbouya de rester au pouvoir.
il va organiser les élections. Ça, il va le faire. Il n'est pas là pour faire gagner du temps ou bien confisquer. Non. Pour moi, il va organiser les élections. Mais il ne va pas respecter la charte. Je l'interpelle à respecter cette charte qu'il a mise en place. Merci beaucoup. Ben, c'est nous qui vous disons merci pour votre intervention, mais surtout pour votre contribution. C'est votre point de vue et nous le respectons. Merci. Nous allons rester au standard et prendre d'autres avis. D'autres appelants sont également avec nous. Allô, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Nguéné. Salutations à vous et vos invités. Je vous souhaite une bonne et heureuse année et je vous souhaite du succès pour l'année 2026 aussi à venir. C'est-à-dire une bonne continuation cette année et les années à venir. Je suis Shams de l'Angleterre. C'est vraiment un grand plaisir encore de participer à votre émission. Concernant vos thématiques, moi je pense que le président de la Guinée, le général Doumbouya, le chef d'État, il est en train de se préparer le chemin. Ça c'est sûr, c'est clair. Et pendant son discours, il avait bien dit qu'il va continuer de garder les relations avec le Niger, le Mali et le Burkina. Il n'a pas dit les États de l'AES. Donc cela veut dire que n'a-t-il pas encore accepté que les États ont quitté la CEDEAO ou bien ils sont toujours part de la CEDEAO, une confédération? Il devrait être clair. Donc vous voyez, la plupart de vos invités là-bas ont particulièrement exprimé que ces points ne sont pas clairs et les bilans ne sont pas clairs. Et comme M. Christian Fanga l'avait dit, il risque d'être un cheval à Troie et j'avais complètement donné une raison à cette affirmation. Il vaut mieux être prudent. Et concernant la France et s'approcher des États anglophones, d'abord, ce sont des États du Commonwealth, comme on dit, je parle le nom en français, mais moi je ferais vraiment très prudent si je suis les États de l'AES. Je suis nigérien, je suis malien, je suis burkinabé, je suis africain. Le pire que la France peut faire maintenant, c'est d'essayer de retirer ces hommes en uniforme et de les remplacer avec des hommes invisibles. Cela veut dire des agents secrets, des services de renseignement et foutre, si je peux le dire, beaucoup de problèmes dans l'espace AES. Donc soyons très prudents. J'espère que l'année 2025 sera une année de combat vraiment pacifique et la victoire pour tous les panafricains et surtout du succès pour For You Media Africa. Monsieur Nguéné, avant de partir, j'avais parlé en 2024 d'une idée. Ceci dit, pourquoi For You Media Africa n'essaye pas d'avoir des invitations avec les 3 chefs d'État de l'AES pour essayer de parler? C'est une chaîne panafricaine. Pourquoi ne pas parler avec les présidents panafricains? Cela peut aussi faire des exemplaires pour tous qui écoutent For You Media et aussi d'atteindre beaucoup plus de gens. Merci beaucoup et bonne continuation. Merci à vous. Bonne semaine à vous. Merci à vos chances. Depuis l'Angleterre, merci. Soyez rassurés à ce niveau. On travaille énormément. Allô, bonsoir et bienvenue à vous. Oui, bonjour, M. Nguéné. Bonjour, bonne heureuse année. Merci à vous, bienvenue. Oui, courage à vous. Cette année vous apporte plus d'énergie et plus de clairvoyance. Ce que nous faisons, nous ne le faisons pas pour l'argent, nous le faisons pour sortir des griffes de nos ennemis. Et nos ennemis sont les impérialistes, les occidentaux, les menteurs. Parlant de la Guinée, Doumbouya, c'est un Français. Il a fait son coup d'État, on l'a poussé à faire le coup d'État. Parce que les gens demandent pourquoi il a fait le coup d'État. Il a dit 3e mandat, ce n'est pas une raison. 3e mandat de Alpha Condé, ce n'est pas une raison. Il y a beaucoup de chefs d'État africains qui ont fait 3e mandat. On n'a pas fait coup d'État. On nous casse toujours les vraies raisons. C'est les multinationales qui veulent régler le compte à Alpha Condé. Parce qu'Alpha Condé veut regarder dans la gestion des ressources minières de son pays pour mieux les réglementer. On l'a dit, bon, toi, tu n'as pas le droit. Donc, il est là pour assumer
Est-ce que dans tout cela, est-ce que vous entendez ce que font les multinationales en Guinée? Non. Et ils sont en silence. Et on nous fait distraire. Doumbouya vient faire ordre constitutionnel. Toutes ces balades-là. Et ouais, nous devons sortir de cela. Ce qui nous appartient, nous appartient. Ce qui est sous nos sols, nous devons être responsables de cela et savoir les gérer. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça la guerre. Nos ressources ne peuvent pas être dans la main des autres. On va nous faire chanter démocratie, ceci, cela. Non, ça ne fait pas la joie. Doumbouya doit savoir qu'il est guinéen, mais son esprit, la façon dont ces Américains, ces Français sont en train de le manipuler, ça ne fait pas du bien à sa personne même, en tant qu'Africain. C'est humiliant. C'est de ça qu'il s'agit. Doumbouya, aujourd'hui, normalement, doit arracher tous les contrats miniers. Que ce soit pour les Américains, que ce soit pour les Français, il doit les arracher. Et maintenant, appeler les Guinéens à gérer cela. C'est de ça qu'il s'agit. Au lieu de faire ces balatin, non. Ça, c'est un militaire français. Vous voyez, c'est des faux, hein. C'est des faux, c'est des gens qui cherchent des papiers, ils font tout cela, bon, et ils rentrent dans soi-disant, les gens français pour avoir de l'argent. Voilà les idées, hein. Et ce sont là qui aujourd'hui dirigent le pays, la Guinée. Mais c'est ridicule. C'est ridicule. Il n'a pas de couilles pour dire à ces compagnies minières, hey, venez vous asseoir ici, nous vous arrachons vos contrats, quittez nos pays, nous allons gérer nos pays. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça. C'est ça qui va faire de nous, en tant qu'Africains, des êtres humains, capables de faire quelque chose, capables de diriger ce que Dieu nous a donné. Au lieu de rester là à faire ordre constitutionnel, c'est des balatins. Non. Si les Guinéens sont d'accord avec ça, allez-y. Vous allez mourir dans cette souffrance. C'est des gens, les multinationaux, c'est des menteurs, destructeurs. Il faut les chasser à tout prix, arracher-leur le contrat. Jean Sac-Pono depuis les États-Unis. Merci pour votre regard. Le regard porté d'ailleurs sur les thématiques de la soirée. Tout d'abord, le retour à l'ordre constitutionnel prôné par Mamadi Doumbouya, le général, le président de la transition du côté de la Guinée, chef de l'État. Une annonce faite lors de son discours à la nation à l'occasion du Nouvel An. C'était précisément le 31 décembre dernier. Et puis la principale thématique avec cette question, la France peut-elle réellement compenser l'échec de la France-Afrique aux côtés d'autres partenaires puiser notamment dans la zone dite anglophone du continent, Nigeria, Ghana, Rwanda ou encore Éthiopie. Peut-elle réellement impulser une nouvelle forme de coopération avec ces pays cités? Quelle diplomatie française en Afrique pour cette année 2025? Vous avez la parole. Allô, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à tous les Africains. Monsieur Guédé, je vous dis, nous avons l'occasion, voici l'occasion de chasser complètement la France de l'Afrique. Ça, c'est la France ne doit avoir aucun contact maintenant avec le gouvernement africain. Je salue les présidents des pays du Sahel. Parce que ce qui sont en train de faire là, c'est historique. Soit de revenir à l'ordre constitutionnel, qu'il faut mettre les civils au pouvoir. Je dis non. Parce que les faits militaires, c'est des traqueurs. Et vous savez bien que les Africains, tous ces fonctionnaires africains sont des corrompus. Et la France les maîtrise. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il n'y a rien à négocier. La France est en agonie et l'Afrique doit finir de l'achever. Vous comprenez? Parce que je vous dis, si on laisse un petit espace à la France, c'est fini. Parce qu'elle-même sait que sans l'Afrique, elle ne peut rien faire de bon. Alors, je suis d'accord avec le pasteur Patrick. C'est lui, il comprend ces choses-là. Vous comprenez? Nos pays, même le Doumbouya, c'est pas quelqu'un, en fait, ne dites pas que c'est un professeur. Non. Nous allons le juger par rapport à ces actes. Vous comprenez? Nous sommes, voilà une occasion unique
où l'Afrique doit s'élever. Et si nous ratons cette occasion, nous retournons dans les mailles de la France, nous sommes foutus. L'Afrique aujourd'hui, l'espoir des jeunes Africains se repose sur ces messieurs. Vous comprenez? Parce qu'ils nous ont trop souillés. Ils nous ont trop souillés. Nous devons nous faire respecter. Parce que l'Africain n'est pas méchant. L'Africain n'est pas méchant. Mais quand vous regardez les Français, ils sont tellement méchants. Et je vous rappelle que la France avait versé le napalm à l'ouest. Ils ont tué moi quand je vous parle là. J'ai les membres de ma famille qui sont morts. Et ils étaient sans pitié. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mélangeaient les soldats tchadiens dans les coups français. Donc, mon cher ami, ce que nous devons faire, la France a oublié, elle n'a rien. La France n'a rien. Alors, vous voyez, que tout le monde sait que la France est censée. Mais pourquoi nous voyons, on voit ça, on ne voit pas? Vous comprenez? Le sentimentalisme doit s'arrêter. Voilà. Donc, c'est pour ce que j'avais dit. J'insiste toujours, M. Guédé. J'insiste. Chassons complètement la France. Elle est au sol et on doit la maintenir définitivement. Celui qui va négocier les accords avec la France, je ne vois pas ce qu'on va gagner. On pourra dire. Merci beaucoup. Je vous dis quand même que ça va poser très mal. Tous ces pays doivent être très éveillés. Très éveillés. Et les populations avec, surtout la population. D'accord, merci de me donner ce temps pour m'exprimer. Merci. Merci, donc nous disons merci pour cette fidélité. Alors, quel type de relation l'Afrique doit-elle entretenir avec Paris pour cette année 2025? Devons-nous partir sur quelle perspective précisément au regard de cette chute vertigineuse de la diplomatie française qui, on va le dire, ne reçoit pas que des coups venant de l'extérieur, mais également en interne? La France traverse une crise politique sans précédent. Alors, quelle doit être l'approche de l'Afrique vis-à-vis justement de ce partenaire? Vous avez la parole ce soir au regard justement de ce contexte qui ne cesse d'évoluer. Allô, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Nguéné. Bonsoir, Pasteur Fanga. Bonsoir, Nabaloum. Monsieur Prince Nguéné, grand frère, je vais te dire quelque chose. Rappelez-vous, je n'ai pas dit que Mamadou Doumbia il est parfait. Mais reconnaissez que grâce à Mamadou Doumbia, le Sahel n'a pas coulé de sang. Grâce à ce monsieur. Ayons le courage de dire le courage de Mamadou Doumbia. Lorsque la CEDEAO ont fermé le Mali pour étouffer le Mali, ce monsieur était là. C'est grâce à lui que le Burkina n'est pas tombé. C'est grâce à lui que le Niger n'est pas tombé. C'est grâce à lui que le Mali n'est pas tombé. Lorsque tous les frontières sont fermées avec le Burkina, c'est Mamadou Doumbia qui a mis son pays pour le Sahel. C'est grâce à lui qui a mis tout pour le Sahel, pour le Niger. Rappelez-vous, ce monsieur, ce qu'il a fait, on ne peut pas tout expliquer. Lui ne peut être prophète dans ton propre pays. Mais nous, le tout dernier, le capitaine Ibrahim Traoré, il a dit quoi? Il y a eu des forces militaires guinéennes qui sont arrivées au Burkina Faso. Nabaloum, toi-même, tu as oublié ça? Pourquoi tu n'as pas dénoncé ça? Quand Ibrahim Traoré a dit qu'il y a des forces militaires guinéennes qui arrivent au Burkina pour participer à la formation des militaires burkinabés, des militaires des AUS, pour qu'on puisse aller lutter contre le terrorisme. Le moment que les armes ne pouvaient pas rentrer au Sahel, là, lui, il a utilisé son pays pour que ces armes puissent rentrer. Parce que le Bénin avait fermé son frontière, le Togo avait fermé leur frontière, avec la sanction de la CEDEAO. Mais lui, il était là. Donc, on ne peut pas... Les Guinéens même, ils sont tellement compliqués même à comprendre beaucoup de choses. C'est les politiciens qui sont là pour diriger. Il faut que le général Mamadou Doumbia affirme, il suspende tous les partis politiques de la Guinée. Qu'il n'y a plus d'élection en Guinée, qu'il gouverne le pays. Qu'il gouverne le pays, qu'il met l'ordre dans le pays avant de céder le pouvoir. Le problème de la Guinée, ce n'est pas ni élection, ce n'est pas ni aller voter, c'est d'amener les Guinéens, d'amener les Guinéens à les Guinéens. Il faut qu'on mette l'ordre dans tout le pays là. Là-bas, il n'y a même pas de récessité. Il faut que Mamadou Doumbia, il est en train de travailler.
Donc, c'est ça que je voulais apporter. Et merci beaucoup et bonne soirée. Vous invitez Mamadi Doumbouya à prendre des mesures drastiques vis-à-vis justement de tous ceux qui ne veulent pas voir cette transition prospérer. Merci à vous pour votre contribution. Encore 5 minutes, 5 voire plus à passer à vos côtés. Je pense qu'on va essayer de prendre d'autres appelants. Allô, bonsoir et bienvenue. Bonne heureuse année à tous vos collègues de cette grande radio et télévision panafricaine qui est Forum Média. Je voudrais donner mon point de vue sur la thématique de ce jour. C'est que la France n'a jamais changé sa manière de faire la coopération en Afrique. Après avoir mis en place le Code noir et jusqu'à la colonisation, les exactions qui se sont passées même en Afrique, jusqu'à aujourd'hui, la France n'a jamais changé sa manière de faire. Et cela vraiment fait de telle sorte que sans changer son logiciel, il continue, en tout cas sa manière de voir les choses, tout en tenant même des discours condescendants contre les Africains. C'est-à-dire, nous ne sommes pas, capables de pouvoir nous approprier de notre sous-sol. Il y a même des contrats léoniens qui ont été signés. Et ces contrats-là, même en Centrafrique, les gens disaient même que 5 mètres dans le sol n'appartient plus aux Centrafricains. Vous voyez tout ce qu'ils ont fait à ces 54 chefs d'État en Afrique, avec Bob Denard qui faisait le coup d'État par-ci, par-là, jusqu'à ce que nous sommes arrivés aujourd'hui. Or, nous avons été dans les mêmes écoles qu'eux. Nous avons appris leur langue. Et c'est notre langue de travail aujourd'hui. Moi, je crois que si vraiment ce sont des gens qui réfléchissent et qui pensent que nous ne sommes pas des cafards, mais nous sommes des hommes et que nous avons des ressources pour que nous et nos petits-enfants, nos enfants et nos petits-enfants puissent s'approprier de cette terre pour se nourrir et avoir aussi les moyens suffisants de pouvoir vivre, la France doit cesser sa manière de nous infantiliser et permettre que nous puissions nous développer. L'Europe n'a rien. Vous n'avez seulement, et ils sont là-bas, ils n'ont seulement que du vin et du fromage. Mais à tout moment, ils deviennent belliqueux tout en allant attaquer les Africains, considérant les Africains comme des gens qui ne réfléchissent pas, qui n'ont pas de cerveau. Et ils font ce qu'ils ont à faire. Nous voulons qu'ils quittent l'Afrique maintenant. Et que nous puissions nous organiser afin de nous prendre en charge. Voilà ce que nous leur demandons. Nous ne voulons plus que quelqu'un vienne nous donner, en tout cas, des aides ou quelque chose comme ça. Nous n'en avons pas besoin. Nous voulons avoir notre monnaie et nous prendre en charge. C'est ce que nous voulons. Comment depuis 1960, il y a des pays même sur leur sol, ils n'ont même pas 1 gramme d'or qu'ils peuvent garder dans leur banque centrale. Mais il se trouve que la France a tous des millions de tonnes d'or. Et que vous pensez que nous allons rester comme ça, comme des éternels pauvres. Or, nous sommes sur des terres riches. Alors là, vraiment, moi, je ne sais pas, en cette année 2025, je pense que, en tout cas, la guerre a commencé. L'Algérie a fait cette guerre en 1962. Aujourd'hui, ils sont libres. Je pense que les Africains noirs, nous devons mener cette guerre-là. Parce qu'ils sont en train de s'organiser
tout en disant qu'ils quittent le territoire français avec leur base, mais ils sont en train d'infiltrer, en tout cas, des mercenaires un peu partout dans nos pays. Je voudrais que tous les Africains en cette année 2025, que chacun de nous soit comme des espions aussi, afin que nous puissions dénicher tous ces espions qui soient noirs ou même de couleur, je veux dire quoi, le coderme ou quoi, que nous puissions les jeter dehors de tout notre continent. Quand nos frères sont dans leur pays là-bas, ils ne s'occupent pas de leur politique. Ils font leur politique. Mais eux, ils sont là-bas, ils veulent faire notre politique à nous, ici. Comme si nous ne sommes pas des gens réfléchis. C'est quoi cette histoire? Nous avons besoin de liberté. Nous ne voulons pas être des éternels pauvres. Quand on fait les statistiques, oui, il y a tel nombre de croissance à 2%, à deux chiffres, 10%, 15%, mais la population est pauvre. C'est quoi ça? C'est quelle monnaie nazie vous mettez dans nos pays? Enlevez votre monnaie, on n'en a plus besoin. On a loué pendant au moins près de 60 ans, on n'a plus besoin de ça. On n'a plus besoin. Allez-y prendre votre monnaie et que nous puissions avoir notre monnaie à nous, en Afrique, en cette année 2025, ça commence. Pour sortir. Voilà, c'est ce que je voudrais dire. En tout cas, je voudrais dire bonne année à tous et que le combat continue. Nous allons faire cette guerre, que ce soit médiatique, que ce soit en tout cas matériel ou pas, nous allons faire cette guerre afin que nous puissions nous libérer. Nous voulons que nos enfants et nos petits-enfants vivent plus tard sur leur terre et qu'ils soient aussi riches. C'est tout ce que nous avons besoin. Nous n'avons pas besoin qu'à chaque moment, on vienne en tout cas nous livrer, je veux dire quoi, des idées que nous, ça ne nous sied pas. Voilà, c'est ce que nous voulons. Nous voulons être libres. La liberté, merci pour votre contribution. Et la liberté, ça s'arrache, ça ne se donne pas. Merci. Voilà. Merci à vous. Je pense qu'on va prendre le dernier Zerfel, déjà calé au standard. Bonsoir à vous, Zerfel. Ok, bonsoir Nguédé, bonsoir Fanga. D'abord, je vous souhaite une bonne, heureuse année 2025. Que le Dieu le plus puissant veille sur cette télévision et sans oublier le directeur fondateur de cette télévision. Que vraiment que Dieu vraiment donne encore beaucoup de bénédictions à ce monsieur qui a eu vraiment l'idée de créer cette télévision pour permettre aux Africains de s'exprimer. Alors, j'ai dit à monsieur Fanga, parce que je vous ai écouté tout à l'heure, le premier mot que vous avez sorti, vous voulez être président, et candidat plutôt, de ce pays, au Cameroun. Il ne faut pas que ça soit des mots en l'air. Parce que quand un homme dit quelque chose, il faut qu'il va jusqu'au fond pour prouver aux gens qu'il a le courage. Par le fait que vous avez le courage de prononcer que vous voulez être candidat, cela veut dire que vraiment vous êtes décidé pour aider les Africains. Même le fait déjà que vous avez prononcé cela, vraiment pour moi, c'est un courage que je vous apprécie sur ce plan-là. Parce qu'il y a des milliers de personnes aujourd'hui qui sont là, tapis à l'ombre, ils n'ont pas ce courage de dire et venir sur les plateaux pour s'annoncer. Ils attendent la dernière minute pour passer sous les jupes et se faire semblant pour dire qu'ils supportent tel candidat, tel candidat. Ce n'est pas normal. Parce que la jeunesse aujourd'hui, elle est réveillée pour faire vivre vraiment cette Afrique qui en a besoin, des hommes braves, comme certains. Alors, c'est pourquoi je m'arrête là pour parler de la Guinée un peu. Parce que le monsieur qui est là, il n'est pas prêt pour les Guinéens. Ce n'est pas parce que tu as fait le coup d'État. Parce que voici des coups d'État aujourd'hui. L'histoire de changer les constitutions, c'est ça qui envoie ce genre de problème. Si Condé aujourd'hui avait fait ses 2 mandats et qu'il était parti et que les élections se sont bien déroulées, il n'y a pas ce militaire-là, il n'avait pas venu aujourd'hui mettre les bâtons dans les roues des choses des Guinéens. Parce que quand on le voit en train de faire ces discours qui n'ont ni tête ni queue, on ne comprend rien de lui. Ce n'est pas une histoire d'aller aider les Maliens, les Turcs, de machin. Qu'est-ce qu'il a fait de bon? Ce sont les Guinéens qui souffrent. Ce n'est pas les choses, comment dire, ceux qui il est parti faire semblant d'aider là. Ce n'est pas ça.
Parce que ça, c'est un pipeau. Ça, c'est il a fait l'éclairage. Comment dirais-je, il est passé comme une étoile polaire pour dire aux gens que lui, il est avec ses gars. Depuis qu'il a quitté là-bas, combien de fois il est parti là-bas pour dire que moi, je suis là, je veux changer les trucs dans mon pays, je veux aussi vous suivre. Est-ce qu'il est parti là pour faire ça? Arrêtez. Parce que ce n'est pas parce que vous avez coupé, partagé un plat dans un réfectoire que vous êtes des amis. Tu ne connais pas le monsieur. Tout simplement, vous avez mangé quelque part ensemble. Cela ne veut pas dire que vous êtes des amis. Quand il est venu là, est-ce que ce monsieur, est-ce qu'il a les mêmes idées que ceux qui sont là aujourd'hui? Non. Lui, il est avec les Français. C'est ça qui l'intéresse. Donc, moi, les Guinéens aujourd'hui, ce qu'il est en train de faire là, ce n'est pas parce qu'il a construit des routes, ou il est en train de construire. Ce n'est pas ça. Est-ce que s'il y a eu les élections, quand tu prends le pouvoir, il faut avoir le courage. Regarde les trois qui ont pris le courage pour dire qu'eux veulent arranger leur pays là. On les voit. Mais quand tu viens et tu dis non, moi je suis là pour quelques jours, je vais vous rendre le pouvoir. Alors, et jusqu'à présent, on attend, on ne voit rien à l'horizon, que tu fais des discours qui n'ont rien à voir avec la souffrance des Guinéens. Oh, que c'est un pays qui est très riche. Oh, attendez là, faire des routes de 2 cm là, c'est ça qui est le développement. Combien de Guinéens aujourd'hui qui vivent de ce développement-là? Quelle usine qui est là-bas? Même s'il a créé, d'après eux, parce que je ne suis jamais allé en Guinée, s'il y a des usines dans les Guinéens, mais elles le disent. On n'avait pas à voir les jeunes Guinéens aujourd'hui pleins dans le désert, de la Libye et de l'Algérie. Il faut qu'on arrête un peu. Parce que vraiment, c'est aberrant. Quand nos gens, on compte sur, on les applaudit et ils nous déçoivent, il faut qu'on leur dise la vérité. Ce n'est pas l'histoire de dire que il est machin sorti, rentré là. C'est un militaire, il est venu mentir devant les Guinéens, il faut qu'on lui dise la vérité. Parce que ceux qui sont venus là, ils ont dit la vérité. Et tout le monde aujourd'hui, ils sont convaincus que vraiment ils sont venus pour faire quelque chose. Alors, quand tu mets les opposants, les civils en prison, ta militaire, tu as fait quoi? Mais donc, il faut te mettre en civil et puis vous avez fait des élections correctement si tu as gagné, c'est ça. Tu es un Guinéen, moi je ne dis pas pourquoi tu as le droit de te présenter. Mais la manière que tu es en train de faire là, ce n'est pas la politique. Ça, ce n'est pas politique. Ça, c'est une dictature qui n'a pas son nom. Alors, pour les Français, bon, ils ont le dos au mur. Hein. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Bon, je vais m'arrêter là parce que prochainement, je vais parler de ces Français-là. Parce que là, je n'ai même pas le temps pour eux. Merci. Merci à vous, Zerfel. Je pense qu'il y a eu, je ne sais pas trop, une incompréhension à l'entente de vos propos, André Kestelfanga. Zerfel a certainement mal interprété. Vous reveniez, on le rappelle, sur les propos du chef de l'État, Paul Biya, lors de son discours de Nouvel An, c'était le 31 décembre dernier. Loin de ce que Zerfel relevait, il parlait plutôt de votre candidature, même si je ne sais rien, je ne peux pas m'avancer, certainement, mais on va sortir de cette émission, passant à André Kestelfanga peut-être en 2 minutes. Quelle est l'approche que l'Afrique doit avoir vis-à-vis de la France? Bon, parlons de quelle Afrique? Parce que nous parlons de notre Afrique. Parce qu'il y a, je pense qu'il y a 2 Afriques maintenant. L'Afrique des colonisés, l'Afrique des larbins. Mais nous voulons une Afrique. Et nous voulons une Afrique. Une Afrique. Voilà. Souveraine. Souveraine. Oui. Voilà. Les souverainistes, les panafricanistes, les nationalistes, tous ceux qui pensent, n'est-ce pas, à une Afrique unie, une Afrique indépendante, savent que toute relation avec la France est corrosive et abrasive. Elle est nocive, cette relation. Vous n'allez pas tout de même prôner la rupture de toute relation de coopération avec la France. Il faut couper toute relation avec la France. Il y a des liens séculaires qui illustrent entre écoutez, j'illustre mon propos de fin avec ceci. Pas parce qu'il y a des brouilles diplomatiques qu'on pourrait, André Kestelfanga, tout balayer d'un revers de la main de cette façon. Un jour, le symbole de la France, coopération demeure, entre autres, sur plusieurs aspects. Je ne répondrai pas, je ne réponds. Je vous ai déjà dit qu'il faut tout couper, point. Ça, on n'a rien à faire. La France n'a rien apporté, n'apportera rien et n'a jamais rien apporté dans les relations diplomatiques.
L'une des choses que la France fait, parce que le symbole de la France, c'est le coq. Et le coq a ce qui a quelque chose de particulier dans nos villages, c'est qu'après avoir foutu ses pieds dans la merde, se balade dans notre cour et dépose. Et quand vous regardez, vous revenez dans la cour, vous trouvez ces marques un peu de partout. Il faut balayer cette merde que le coq a déposée sur notre cour. Voilà. Merci à vous, André-Christophe Fanga. C'était la première de cette année 2024, première édition du Point sur l'actualité sur les antennes de For You Média Africa. Merci également à vous, Nabaloum Abdoulaye, depuis Ouagadougou, au Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Merci à nos nombreux téléspectateurs, téléauditeurs ou encore auditeurs. Merci surtout à la grande équipe de la réalisation. Portez-vous bien.